Bonjour à tous, bienvenue en physique, c'est un immense plaisir de vous revoir tous. On va parler du lien et donc ça fait partie du lien aussi, ce monde physique. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints également en digital. Je suis Florence Trouche, je suis la directrice commerciale de Meta en France et je vous accueille avec mon partenaire Hugo. Bonjour Florence, bonjour tout le monde, bienvenue. Donc le thème de cette session, c'est de parler de ce qui nous concerne tous, je crois aujourd'hui dans notre job de marketeur, du storytelling. Les marques de demain seront celles dont les consommateurs raconteront les plus belles histoires. Cette phrase, en fait, alors c'est une phrase que j'ai écrite c'est pas pour parler de moi du tout, mais j'ai écrite en 2007. J'étais patronne à l'époque d'une agence de création digitale et c'était une façon pour moi et nos équipes de raconter qu'est-ce que ça veut dire de raconter des marques dans le monde digital. C'était il y a 15 ans. Ça n'a pas changé. Vous en pensez quoi? Ça a changé? Qui pense que ça a changé? Ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé, mais dans les années 50, quand ils ont commencé à faire du marketing, c'était déjà raconter des histoires des marques. C'était déjà comprendre qu'en fait, ce qui crée un lien, c'est l'émotion. C'est comme dans votre vie. Parce que le souvenir que vous avez d'un moment mémorable, ça passe par l'émotion que vous avez perçue à ce moment-là. Le storytelling de marque, c'est exactement la même chose. Ce qui change, c'est que en fait, il y a un certain nombre d'ingrédients qui, au fur et à mesure, évoluent quand on construit son storytelling de marque. Les 3 derniers ingrédients, et c'est ceux sur lesquels on va parcourir d'un point de vue stratégique avec Hugo, qui va présenter les exemples que ce qu'on va parcourir ensemble, c'est ces 3 évolutions. Première évolution, c'est la recherche de sens et l'empathie. Alors ça, c'est une évolution qui est liée en fait à une évolution sociétale, puisque c'est pas parce que le Covid est apparu qu'on a ressenti ce besoin de recherche de sens, qu'on a ressenti ce besoin de connexion. C'est une évolution structurelle d'une société qui traverse de multiples crises depuis des années. Donc on reviendra ensuite sur chacun des 3 points. Deuxième, c'est une évolution, alors là pour le coup, qui est totalement liée au Web 2, qui vous permet une personnalisation et une interaction, qui vous permet de raconter les choses différemment. La troisième, c'est les prémices du Web 3, c'est l'immersion. Et c'est tout ce qui vous permet de plonger en fait vos individus et vos consommateurs dans une phase plus interactive, plus émergente. Donc, on va parcourir ces 3 piliers du storytelling. Je reviens sur la recherche du sens. Les marques, elles ont toujours eu un sens. Les marques, elles ont une mission. Chez Meta, notre mission, c'est de faire en sorte de connecter les individus entre eux pour leur permettre de créer, de vivre des expériences ensemble et faire en sorte que le monde avance de façon positive. Vous avez tous une mission de marque. Elle est quelque part dans vos PowerPoint et dans votre malle au trésor. Cette mission de marque qui donne un sens à l'existence, souvent elle est juste, je vais dire, donnée à vos communications corporate. Elle est donnée parce qu'on a besoin, effectivement, toutes les marques s'inscrivent dans du sens. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que vous avez besoin d'utiliser, de réutiliser ce pourquoi vous opérez, ce pourquoi vous créez vos produits et services pour engager vos consommateurs. Pendant le Covid, on faisait pas mal d'études pour comprendre les impacts de cette période qui est très très dure sur le lien entre marque et consommateur. Et au fur et à mesure, particulièrement en France, il y a eu énormément d'actions de marques qui se sont engagées d'un point de vue sociétal pour faire en sorte que les impacts au quotidien du Covid soient moins forts sur leurs consommateurs. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que il y avait plus de 2 tiers, 70% des consommateurs qui disaient mais finalement, moi, je veux m'engager et je réachèterai telle marque, tel produit, tel service parce qu'il a à un moment donné proposé une mission, un sens qui, moi, me parle. Et c'est quelque chose qui était des signaux faibles, qu'on voyait beaucoup sur les millennials, mais qui aujourd'hui, on ne peut plus appeler ça un signe faible, et c'est une tendance structurelle. C'est-à-dire, ne pensez pas que c'est lié uniquement à une période un peu rude que nous venons de passer tous ensemble. C'est une recherche systématique qui devient finalement le premier facteur de fidélisation entre une marque et un consommateur. Donc, reparler de votre sens, parce que dans tout ce que l'on voit, c'est que les consommateurs disent on n'entend jamais parler en communication, en publicité. On entend parler du produit, du service. On n'entend jamais parler de la mission qui finalement
tend à faire en sorte que cette marque, elle existe et elle existera pour les générations futures. Donc le sens. Le sens. Et moi, j'aimerais bien construire vraiment sur cette idée du sens en vous parlant un peu de cet endroit du funnel qu'on appelle la considération. Alors, ça n'a jamais été le plus noble. On parle beaucoup d'awareness, on parle beaucoup de branding, ou alors on fait de la perf. Et puis, il y a une chose entre les deux qu'on appelle considération. Et je pense que sa nature a été toujours vraiment celle de faire un pont. Et souvent, on l'a vu comme un pont vers le bas. C'est-à-dire, je fais mon branding. Maintenant, je mets de la considération, des formats interactifs. Si j'ai un catalogue, je fais un peu d'immersif pour que les gens puissent explorer un peu plus le produit. Si je fais un bot et du messaging, c'est pour faire un peu de service, pour donner des renseignements. Et tout ça, ça doit accélérer le voyage vers le bas du funnel, donc vers la conversion et la vente. J'aime bien penser à la considération comme quelque chose qui regarde aussi vers le haut. Ce n'est pas seulement un accélérateur vers le bas du funnel, c'est aussi quelque chose qui va nous aider à compléter le travail du branding. Pourquoi ? Florence le disait, quand on met de l'émotion, quand on arrive à construire cette accroche avec le consommateur où je me sens une partie de l'histoire de la marque et je sens que la marque a quelque chose à me dire et surtout à me faire sentir, là, le travail de branding est vraiment complet. La mémoire a besoin d'émotion. On se disait hier, on ne se souvient pas de l'histoire des films qu'on a vus, mais on se souvient parfaitement de ce qu'on a ressenti. Et je vous invite vraiment à faire l'exercice. Même votre film préféré, parfois on ne se souvient pas exactement des événements de ce film. La partie rationnelle n'est pas nécessairement mémorable. On l'a consommée et vécue pendant qu'elle se déroulait. Par contre, on sait parfaitement, quand on entend le titre d'un film, comment ça nous a fait sentir. Et c'est exactement ce qui arrive avec une marque. On ne sait peut-être pas par cœur tous les features du produit, mais on sait parfaitement comment il nous fait sentir. Et pour cela, l'exemple que je vais vous partager, ça va se dérouler, merci Florence, comme une vidéo. Et c'est en best case qu'on a construit. Je dirige le Creative Shop en France. Là, c'est l'équipe du Creative Shop au Brésil. La Pride arrivée avec le défilé sur l'Avenida Paulista à Sao Paulo. Donc, énorme événement. Et là, on a une marque vraiment mass marketing. On est dans le pur brand equity. C'est une marque de dentifrice qui s'appelle Close Up. Très bon positionnement parce que quand on parle de dentifrice, on parle de bonne haleine et quand on parle d'haleine, on parle d'être proche. Et là, on parle d'être très proche. Et ce qu'on fait, c'est qu'on développe avec eux, c'est un filtre de réalité augmentée qui va littéralement augmenter, donc s'amplifier, devenir plus grand quand deux individus se rapprochent. Ou trois. Donc, si pendant le défilé, en utilisant notre filtre Instagram, quelqu'un va être près de son partenaire, on va jouer à cette amplification du cœur, de l'émotion. Cela, ça fait du contenu. Ça fait une expérience consommateur, évidemment, mais ça fait aussi du contenu qui va être partagé avec le hashtag Amour Libre et donc avec l'idée de liberté dans l'amour. Et cela devient aussi une campagne d'outdoor digital qui va être déployée dans la ville au moment du défilé de l'orgueil. Donc vous voyez, il y a une boucle qui est bouclée sur le plan marketing. On est dans la considération parce qu'on est dans ce jeu interactif où en plus, par exemple, de mon film de marque, je vais offrir un outil pour jouer. Je donne un message fort de purpose pour une communauté qui a besoin d'entendre ce message et de pouvoir partager cet orgueil. Et cela devient un écosystème complet de campagne qui reste une campagne branding. Et c'est la participation du storytelling avec un élément de plus, le sens. Et le sens donné par l'authenticité et la vérité. Les protagonistes sont de vrais individus qui, sur le moment, racontent leur expérience personnelle, leurs émotions, leurs témoignages d'une certaine façon. Donc une très belle histoire, je pense, qui parle de réalité augmentée, non pas comme une partie de considération pour descendre vers le bas du funnel, mais vraiment pour construire la marque d'une façon la plus complète possible. Le deuxième pilier qui a évolué, ça rentre aussi un peu dans le sens, c'est la reconnaissance, c'est faire en sorte qu'on puisse se sentir considéré non pas comme une cible, mais comme un individu qui rentre en relation avec la marque. Donc c'est la personnalisation, l'interaction. Il y a dans la dette du web, puisque les consommateurs connaissent excessivement bien les capacités d'Internet, de reconnaissance et de compréhension de l'individu, il y a une attente de personnalisation. Chez Meta, vous savez, vous pouvez cocher la petite case sur les formats publicitaires qui vous permettent de comprendre
pourquoi vous recevez cette publication, qui peut nous permettre de rentrer dans les détails et qui vous permet également de dire « je ne veux pas recevoir une communication de cette marque ». Et en fait, on demande chaque fois pour bien comprendre les raisons. Donc il y a la raison majoritaire, largement majoritaire, c'est que ce produit ne s'adresse pas à moi. Donc c'est pas « je ne veux pas voir de publicité », c'est assez rare, c'est « ce produit ne s'adresse pas à moi ». Donc, quand on est, et à fortiori dans des contenus digitaux, quelles que soient les plateformes, on attend que la marque puisse bien délivrer quelque chose qui me correspond, puisqu'on sait que, quelque part, elle nous connaît. Donc, n'ayons surtout pas peur de rentrer dans une relation où on propose des insights et une raison de croire à ma promesse qui rentre en ligne avec les attentes de votre cible. Il y a beaucoup de marques, j'ai en tête tout d'un coup des marques de grande conso qui me viennent, qui pour un même produit ont des bénéfices totalement différents pour un ado, un jeune adulte, une maman ou un enfant. N'oubliez pas qu'à chaque fois de vous poser la question, quel est l'insight qui correspond à la cible que je vais faire agir, et de les multiplier. Ça, c'est une capacité assez forte que permet le digital. Et ce qui se passe, parce que vous allez me dire, oui, mais personnalisation égale signaux, on est tous en train de vivre un monde qui passe dans une nouvelle version de type de signaux utilisés, puisque les signaux classiques tendent à disparaître, on le vit tous aujourd'hui. Il n'y a aucun sujet là-dessus, rien n'est grave. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a d'autres façons de travailler sur cette disparition des signaux pour toujours continuer cette personnalisation qui permet l'efficacité de vos communications, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Alors chez Meta, nous, on travaille avec des supercalculateurs. Donc on a annoncé, c'était au mois de février, on a notre gros supercalculateur qui va être en pleine opération à partir de l'été. Ça veut dire que toutes les datas que l'on recueille sur les plateformes, que l'IA utilise déjà pour vous permettre de trouver les cibles qui vous correspondent, c'est que ça va être encore plus rapide, encore plus puissant et encore plus capable d'offrir cette pertinence. Donc la personnalisation des contenus, c'est quelque chose qu'on peut jouer aussi de façon très, très drôle et très techno, avec le cas suivant. Oui, qui est assez inattendu en effet, parce que quand on travaille sur un bot, je le disais tout à l'heure, on a souvent en tête des bots de service, donc qui vont travailler pour nous sur des messages qui sont plutôt rationnels, vraiment dans cette considération produit profonde. Là, nous avons un cas français que vous connaissez peut-être, c'est un moment fort de Noël qui tourne autour de WhatsApp, donc créé pour Bouygues par BETC. Cette campagne est une campagne qui va permettre d'avoir des messages personnalisés de la part du Père Noël et sur WhatsApp. Alors là, il y a un élément pour moi, encore quelque chose qui n'a pas changé dans l'histoire de la réflexion sur les médias et sur le branding, le média et le message. WhatsApp, c'est vraiment la messagerie perso. C'est vraiment là qu'on a des relations proches. On sait qu'étant encrypté, il a créé vraiment aussi cette confiance de savoir que c'est là que mes communications personnelles peuvent être partagées. Et que le Père Noël débarque sur WhatsApp et qu'il puisse envoyer ces petits messages vidéo et même créer un podcast et pouvoir communiquer d'une façon personnalisée est assez bluffant. Et une chose que j'aime beaucoup dans cette histoire aussi, c'est justement l'usage de l'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle si sophistiquée qu'elle devient une intelligence naturelle. Et je l'entendais de la part de notre directeur ici, Schaeffer, donc le centre de recherche sur l'intelligence artificielle qui se trouve ici, à cet étage chez Meta. Il me disait, tu sais, on développe cette intelligence artificielle pour redonner cette spontanéité, cette naturalité dans les interactions et dans les expériences, notamment en pensant au métavers. C'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on pourra bouger dans un monde virtuel qui va être bluffant pour sa capacité d'imiter le monde réel. Donc c'est un usage de l'intelligence artificielle, non pas pour refroidir ou artificialiser le monde de la marque, mais pour le réchauffer. Et là, notamment, ces messages du Père Noël étaient tellement forts que vous avez les résultats que vous voyez au niveau du souvenir publicitaire. Mais pour moi, le meilleur témoignage est celui de la slide suivante, où une influenceuse partage la vidéo de ses enfants qui découvrent le message du Père Noël. Et c'est sur leur visage qu'on va voir ce moment émotionnel qui est vraiment ce que la marque recherche dans sa construction d'émotions avec ses consommateurs.
En fait, le Père Noël s'adressait directement à la personne. C'est-à-dire que vous envoyez le message que vous vouliez que le Père Noël raconte à la personne de votre choix. C'était complètement bluffant. Et ce sont 2 millions de vidéos, notamment le 24, le soir de Noël. Ça a littéralement explosé, et donc plus de 3,3 millions de messages partagés. Donc un énorme succès, et vraiment autour de cette idée, faire un bot pour que la marque puisse continuer son histoire avec des vraies conversations, avec des vrais individus, et la personnalisation. Et le troisième sujet de modification dans le storytelling, c'est l'immersion. Alors, classiquement, on sait que pour mémorisation d'un sujet publicitaire, on travaille sur la répète. Alors, c'est facile, vous mettez de la répète sur le même contenu. On va dire que maintenant, ça a un peu changé. Alors, tout simplement, que les surfaces, les canaux se sont tellement démultipliés que vous ne pouvez pas gérer une répète multicanal. Et surtout, grâce au mobile, et il y a quelque chose qu'on a bien compris en travaillant notamment avec des neuroscientifiques, c'est que la mémorisation, elle est accrue quand vous utilisez plusieurs sens. Donc, un contenu digital, c'est du toucher, c'est du son, c'est du visuel. Donc, ça vous permet, en jouant sur une multisensorialité et des contenus différents, notamment via la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça vous permet en fait d'ancrer encore plus profondément dans la mémoire des utilisateurs votre message. Et en plus, comme dans la vie, pour convaincre, vous avez plusieurs façons de raconter une histoire. Et donc les différents stickers, les différents sondages, l'intégration de la réalité augmentée sur votre réalité, les formats courts, les formats longs, les histoires qui vont rentrer par un bénéfice tangible et d'autres par de l'émotion et du sens. Toute cette accumulation de façons de raconter une histoire, de formats pour les raconter, vous permet d'augmenter en fait les performances de vos campagnes. C'est ce que nous on appelle Connected Brand. Et vous voyez dans les résultats que l'on mesure, on a mesuré beaucoup de campagnes qui utilisaient comme ça les différentes surfaces en interne chez nous, donc les Reels, Instagram, l'AR, la VR, le feed Facebook, etc., permettaient en fait d'augmenter de plus de 140% vos critères habituels que vous cherchez à modifier, la notoriété, le sentiment de proximité avec la marque et l'intention d'achat. Donc, c'est quelque chose ensuite que vous pouvez orchestrer de façon globale. On parlait du funnel tout à l'heure avec Hugo et de la considération qui, pour nous, est la phase du funnel la moins bien travaillée, la plus importante aujourd'hui. C'est que sur les plateformes méta, en fait, nous sommes les seules plateformes où vous avez la capacité de parcourir l'intégralité du funnel. Donc, c'est le cas qu'on a avec Belin. Alors, je sais que tu préfères le salami, mais est-ce que tu peux quand même nous raconter sur les biscuits apéritifs ce qu'on avait pu traduire en termes d'accompagnement jusqu'à l'acte d'achat? Oui, c'est une histoire très intéressante parce que nous avons à nouveau du mass marketing avec un film de marque où tous ces snacks, ces chips vont prendre vie sous forme de dessins animés, vont devenir de petits personnages. Jusque-là, nous avons vu ça, c'est un vrai classique du marketing de grande consommation, et nous avons ce film télé avec les personnages de la marque. Par ce filtre de réalité augmentée, on va transformer ces mêmes produits en masques sur lesquels les individus ils peuvent jouer, donc en modifiant leur aspect, et en plus inviter des copains pour l'apéro. Donc on passe vraiment en mode considération. On va donner vie à ces personnages un peu iconiques, et en plus on va accélérer le partage. Donc on va explorer la réalité augmentée, non pas comme une fin en soi, j'ai un filtre, ça me fait un visage rigolo, je peux le partager. Ça devient un outil justement pour partager ce moment Belin, ce moment de marque, et inviter à l'apéro. Là aussi avec des résultats d'impact, et surtout une fois de plus d'augmentation du souvenir publicitaire. C'est vraiment un travail sur la mémoire qu'on est en train de faire. Et c'est ce souvenir publicitaire qui va être amplifié par cette phase de considération, en plus de l'augmentation sur l'intention, qui est un peu un bel effet secondaire de ce souvenir publicitaire. Donc très intéressant. Et un dernier mot peut-être sur ce troisième aspect, celui de raconter plusieurs histoires. C'est quelque chose qui fait toujours un peu peur, parce que quand on dit « non mais attendez, il ne faut pas seulement un grand film de marque, il nous faut en plus plusieurs histoires, plusieurs assets, on ne peut pas juste aller remettre ce même message sur toutes les plateformes ». C'est une expérience très récente de mon équipe avec Mini que je partage, et on l'aime beaucoup parce que c'est une histoire qui parle de créateurs.
On n'en a pas parlé jusqu'ici, on a vu des bots, on a vu des filtres de réalité augmentée, mais derrière ces solutions, il y a souvent des acteurs que nous appelons les créateurs, parce que si l'influenceur, il va amener surtout une communauté et une capacité d'impact, le créateur, parmi les influenceurs, il va amener un savoir-faire. Et là, on parle de créateur de Spark AR, on l'a vu pour la création des filtres. Et là, on a un créateur de Reels, donc quelqu'un qui est très agile dans le message natif de la plateforme. Il sait raconter des histoires, il sait produire du contenu avec un langage qui est un langage typique de l'univers Reel, qui est vraiment l'univers le plus dynamique en ce moment. Il fait son tournage pour Mini, donc nous allons animer surtout la première vidéo. Voilà. On play. Non. Ah. Est-ce que vous pouvez lancer la... Help. Help, de lancer la... Merci. Voilà, c'est parfait, merci beaucoup. Donc tout ça est tourné avec un iPhone. Et vous savez, nous sommes dans un marché comme le marché... Ah, il ne marche plus. Imaginez un très beau reel tourné avec un iPhone, donc d'une façon très agile, en une seule journée, avec la capacité de représentation de la voiture. Vous le voyez dans les images même style que vous avez là, une capacité de représenter la voiture, aussi bluffante qu'un grand tournage télé, avec une capacité de production absolument légère, mais en plus, cette qualité dynamique de Reels, donc des effets spéciaux qui ont été introduits par notre créateur, qui ont rendu vraiment la campagne dansante, qui l'ont fait fonctionner en plateforme digitale, mais qui sont devenus en plus un contenu télé pour Mini, parce que la marque était tellement bluffée, disons, par ce résultat, qu'il y a eu une véritable volonté de donner une vie à ces assets digitaux au-delà de la plateforme Instagram pour laquelle ils avaient été créés. Je vous lance ce message aussi pour vous dire, avoir les multiple assets, pouvoir faire une communication vraiment variée en ligne avec ce que Florence transmettait tout à l'heure est possible, de plus en plus possible. Faire jouer les créateurs est une bonne manière pour faire tout cela et surtout penser multiple en amont. Ne pas penser à ce grand hero film, mais penser multiple assets en amont à l'heure de concevoir votre communication de marque, justement pour ce voyage dans la considération qui est très important sur la construction de la mémoire et du souvenir. Donc, à retenir sur cette petite parcours de l'évolution du storytelling, donc le sens et l'empathie, la personnalisation, l'interaction et la multidimension, et dans les formats utilisés et dans le type de contenu. Donc là, je vais passer plutôt sur la partie format sur nos plateformes. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur toutes les évolutions que nous avons au sein du groupe Meta autour de la vidéo. Bon, la vidéo, c'est l'outil roi, bien évidemment, pour raconter des histoires. Et aujourd'hui, ça continue. On dit un essor spectaculaire. Moi, ça fait 8 ans que je suis ici et tous les ans, il y a un essor spectaculaire. Donc la loi de Moore est totalement appliquée à la vidéo. C'est vrai sur nos plateformes, c'est vrai sur l'intégralité de tous vos partenaires web, bien évidemment. Donc c'est sûr que c'est la première façon de raconter des histoires. En revanche, on ne va pas le faire toujours de la même façon. Mais ce qu'il faut garder en tête en termes d'utilisation de nos plateformes, c'est que ce sont aujourd'hui les plateformes vidéo, Instagram et Facebook, qui sont les plus populaires, les premières plateformes à être utilisées par vos consommateurs pour découvrir les marques et les produits. Donc, c'est l'écran, c'est le mobile, et les plateformes les plus importantes. Je vois quelqu'un qui est sceptique, c'est Ipsos qui le dit, ce n'est pas nous. Bien évidemment, on ne serait pas tout à fait crédible. Donc, c'est Ipsos, en fait, qui mesure chaque année, en fait, tous les points de contact qui sont les points de contact les plus importants dans une interaction, une création de contenu et une création de lien avec les marques. Donc les réseaux sociaux, il y a 4 ans, on était la 2e position et puis au fur et à mesure, on est remonté la 1re position et compte tenu de notre historique antériorité et de nos 2 plateformes Meta et Instagram, mais il n'y a pas que, il y a également tout ce qui est WhatsApp et Messenger, on est les premières plateformes de contact. Donc ayez ça en tête dans vos réflexions. Et ayez en tête qu'effectivement, toutes les solutions Meta, elles sont assez diverses et variées.
puisqu'on va, et c'est ce qu'on va parcourir ensuite avec Fanny, avec Constance et avec Marine, on va parcourir les évolutions récentes sur nos formats. Le premier, c'est l'InStream, c'est-à-dire une capacité de pouvoir avoir des vidéos dont le taux de complétion est proche de celui du classique vidéo. Donc, Fanny parcourra avec vous les impératifs et les recommandations pour utiliser ce produit. Reels, alors Reels, c'est le format qui émerge et qui explose sur nos plateformes Instagram et Facebook. Donc, c'est un peu comme au moment où on avait lancé les stories sur Instagram, c'est que ce sont des contenus qui s'utilisent avec le son, que l'on regarde avec le son. Donc, en termes de conception pour vos créateurs, bien penser à l'interconnexion entre le contenu et le son. Et enfin, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, donc tout ce qui est filtre, tout ce qui est intégration de contenu virtuel dans le réel et en fait vos premiers pas dans le métaverse. Et on a beaucoup d'expériences qu'on a démultipliées avec pas mal d'entre vous que Marine partagera avec vous. Donc je vais demander à Fanny de me rejoindre pour parcourir notamment l'InStream, qui est son format favori. Fanny est notre reine de l'InStream chez Meta. Donc merci Fanny de nous raconter. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je m'appelle Fanny Epstein, je travaille au sein des équipes commerciales pour les banques, les assurances et également les fintechs. Et surtout, j'ai un début d'extinction de voix, donc c'est pas de bol. Je bénis ce micro et je vais vous demander d'être un petit peu indulgent parce que pour l'instant ça va, mais je pense que ça ne va pas aller très longtemps. Dans cette section, on va vraiment se concentrer sur le format que vous présentez, Flo, à savoir l'InStream. Et je vais tâcher de vous montrer pourquoi est-ce que l'InStream, c'est une brique importante aujourd'hui dans la construction de vos marques sur nos plateformes. Donc, vous l'avez vu juste avant, Facebook, aujourd'hui, c'est une plateforme de vidéo. C'est une plateforme de vidéo de contenu court. Vous le connaissez avec le feed, vous le connaissez avec les stories. Mais c'est aussi une plateforme de contenu plus long et plus engageant. Et c'est vraiment sur ce sujet qu'on va se concentrer sur les prochaines minutes. Donc, au-delà des critères classiques de reach et de ciblage, ce qui va faire, en tout cas ce qui va distinguer Facebook des autres plateformes de VOL et ce qui en fait finalement une expérience assez unique, c'est que chez nous, l'expérience sociale reste extrêmement importante. Donc, les contenus, ils ont vocation à générer des discussions, à générer des réactions, et on est finalement assez loin d'une consommation assez passive de vidéos. Et ça, pour les marques, c'est vraiment l'opportunité d'adresser une audience qui est extrêmement attentive. Notre proposition de valeur aujourd'hui, elle est extrêmement simple. Pour les utilisateurs, c'est vraiment leur offrir une expérience personnalisée et riche, donc en leur offrant une grande variété de contenus. Donc on travaille aujourd'hui avec des médias traditionnels, on peut citer les M6, on peut citer le groupe Canal ou encore l'INA. On travaille évidemment avec des médias digitaux, les Brud, les Condini, mais pas seulement. Et bien évidemment des créateurs de contenu et des personnalités publiques. Pour les marques, c'est l'opportunité de raconter des histoires plus longues au sein de cet écosystème partenaire grâce au format InStream, tout en bénéficiant derrière de la puissance de Facebook en termes de reach et de ciblage, et évidemment de brand safety. Et justement, quand on parle de reach, je vous donne 2 chiffres. Le premier, c'est au niveau monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui regardent aujourd'hui des vidéos partenaires éligibles au format InStream. Ça veut dire en gros que dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont éligibles au format InStream. C'est un reach qui est équivalent aujourd'hui à celui de YouTube. Si on zoome sur la France, en France, ils sont 32 millions. Donc on a un reach InStream en France de 32 millions d'individus. Quand on le met en perspective par rapport au reach France, où on est à 40 millions, vous voyez que c'est vraiment un comportement chez nous qui a vraiment grossi et qui est extrêmement important. Alors, précision importante, chez nous, tous les contenus vidéo ne sont pas éligibles à l'InStream. Donc, bien au contraire, cet inventaire de diffusion,
issu des règles qui sont extrêmement précises, qui sont cumulatives et qui sont même assez restrictives, parce que notre ambition à nous, c'est vraiment de proposer des touchpoints qui sont extrêmement qualitatifs. Donc il y a un ensemble de règles, vous les voyez, qui vont justement déterminer ce qui fait qu'un contenu est éligible à diffuser de l'in-stream. Pour vous citer les principales, la première, c'est que seules les vidéos suffisamment longues, de plus de 3 minutes, peuvent être éligibles à un format in-stream. La deuxième qui est importante, c'est qu'on est volontairement dans un cadre professionnel. Il n'y a aucune monétisation du contenu UGC chez nous. Le contenu doit être émis d'une page, non pas d'un profil, mais d'une page. Et cette page doit atteindre une certaine taille critique pour être en tout cas éligible à diffuser le format. Au-delà de cette taille critique, il faut aussi qu'elle produise un contenu que l'on estime suffisamment qualitatif. Donc pour ça, on va avoir un certain nombre de critères, on va prendre en compte un certain nombre de critères comme le taux de visionnage moyen, les taux de rétention aussi des viewers pour s'assurer que la page en question a un niveau de qualité suffisamment fort pour être éligible à rentrer dans ce type de partenariat. Et évidemment, c'est le dernier point, il faut que ces contenus passent nos accords de monétisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, de la part de l'éditeur ou du créateur de contenu, il y a une vraie démarche proactive de leur part pour monétiser leur contenu via le format in-stream. Et ça ne suffit toujours pas, il faut que cet ensemble de critères soit validé par nos services. Tout ça pour vous dire que l'accès au contenu, à l'inventaire in-stream, chez nous est extrêmement restrictif, qualitatif et étudié de près. Donc ça, c'était vraiment pour l'inventaire. Maintenant, si je me place d'un point de vue utilisateur, où est-ce que je le rencontre, ce format in-stream? En réalité, vous allez le rencontrer donc, au sein de cet écosystème partenaire. Mais ces vidéos partenaires, vous pouvez les trouver là où vous trouvez de la vidéo au sein de Facebook. Donc, vous avez évidemment le feed, vous allez, qui reste aujourd'hui la porte d'entrée de Facebook, mais où vous allez trouver un certain nombre de contenus de votre famille, de vos amis, des marques, mais aussi justement de ces médias et de ces créateurs. Le deuxième emplacement où vous allez potentiellement voir de l'in-stream, c'est notre feed vidéo. Donc il faut savoir chez nous que quand vous cliquez sur une vidéo, ça va ouvrir une autre catégorie de feed, un feed qui est 100% dédié à la vidéo et qui est un feed 100% découverte, c'est-à-dire que c'est vraiment une logique de découverte pure. On va vous proposer, on va vous suggérer un ensemble de contenus vidéo qui sont les plus à même de vous intéresser. Et le dernier point, c'est Facebook Watch. Alors Facebook Watch, c'est un peu notre hub vidéo dédié à l'entertainment et qui est uniquement alimenté par du contenu média et créateur. C'est un hub qu'on a lancé, donc c'est un onglet particulier au sein de Facebook, vous pouvez tous y accéder. C'est un onglet qu'on a lancé en 2018 au niveau monde. Aujourd'hui, en France, c'est 21 millions de personnes qui s'y connectent chaque mois pour y être actifs, c'est-à-dire qu'ils y consomment au moins plus d'1 minute quand ils s'y connectent. Donc ça, pareil, quand on le met en perspective par rapport aux chiffres Facebook France, on est à 40 millions. La moitié d'entre eux vont délibérément dans Watch, justement pour continuer à consommer du contenu de nature longue. Donc on est vraiment dans une complémentarité totale entre les emplacements feed story et le comportement de consommation au sein de cet onglet Watch, qui est vraiment l'onglet dédié aux vidéos longues. Donc, on a beaucoup parlé de contenu, mais cette fois-ci, si je vous donne quelques détails un peu top line du format in-stream en lui-même, il y a 3 choses à retenir. La première chose, c'est le format. Je vais y passer un petit peu de temps parce que c'est important. Chez nous, vous allez avoir tout type de format. Vous allez avoir du pré-roll, vous allez avoir du mid-roll, du post-roll, du skippable et du non-skippable. Donc vraiment un éventail assez large. La chose qui est vraiment importante à retenir, c'est que c'est l'éditeur qui va choisir quel est le format le plus approprié à son contenu. Évidemment, l'ambition et l'enjeu, c'est de proposer la meilleure expérience utilisateur à la fois pour nos consommateurs, mais aussi pour l'éditeur. L'enjeu, c'est que la personne continue à regarder sa vidéo. Donc, c'est l'éditeur qui choisit quel est le moment le plus opportun où placer un break publicitaire. Et ce qui est important chez nous, c'est qu'on est une plateforme de découverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas un moteur de recherche.
Pour cette raison-là, le format qui est le plus publicité aujourd'hui par les éditeurs pour monétiser leur contenu, c'est le format mid-roll. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une logique de découverte et que je suis un utilisateur, qu'on va me proposer une vidéo et je ne sais même pas de quoi encore on va me parler, commencer par un pré-roll, c'est une expérience qui est vraiment abrupte. Donc, on a fait un certain nombre de tests sur l'acceptabilité du format et il s'avère que celui qui est le plus fluide et le plus efficace en termes d'expérience pour à la fois les éditeurs, les utilisateurs et vous les marques, c'est le format mid-roll. Donc, tous les formats sont disponibles, mais l'inventaire le plus massif sera le mid-roll pour les raisons que je vous ai expliquées. Notre taux de complétion le prouve, hein, on est à 74% en moyenne de taux de complétion, donc ça c'est quand même un excellent score, ce qui est une opportunité pour vous les marques de finalement capitaliser sur des touchpoints extrêmement qualitatifs, puisque derrière cette audience de viewers, vous allez être capable de la recibler dans la durée et donc de créer une continuité dans votre storytelling. Donc tout l'intérêt justement de créer massivement des volumes de viewers, parce que derrière vous allez pouvoir les recibler, les travailler autrement, soit avec des messages similaires pour travailler la répétition, soit avec une proposition créative différente pour par exemple travailler la circulation des messages ou faire un lien un peu plus direct avec vos activités de performance. Dernière stat importante, c'est que la moitié des vues sont vues avec le son. Donc là encore, un enjeu créatif à en tirer le meilleur parti pour maximiser l'impact, en tout cas, de vos prises de parole in-stream. Et finalement, c'est très compliqué de parler d'in-stream sans aborder le sujet brand safety, on en est absolument conscient. Donc évidemment, il y a le sujet brand safety qui nous concerne, nous, en tant que plateforme. C'est notre devoir de faire en sorte que tous les contenus qui sont publiés chez nous sont en ligne avec nos règles de communauté et nos standards. Ensuite, pour vous les marques, on met en place un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'un peu mieux maîtriser aussi votre cadre de diffusion par rapport à vos enjeux de marque. Donc, il y en a, pareil, un certain nombre. Pour vous résumer les principaux, déjà, vous avez à disposition plusieurs filtres d'inventaire, plusieurs niveaux de filtres d'inventaire, avec la possibilité carrément d'exclure certaines catégories de contenus qui peuvent potentiellement être sensibles. Donc, par exemple, tout ce qui est news, tout ce qui est politique, tout ce qui est religion, tout ce qui est aussi live, les live streams. Hein, quand on dit du live, ce n'est pas exactement ce qui peut se passer. Donc, vous avez la possibilité d'exclure d'emblée ce type de contenu. Évidemment, vous avez à disposition un système de blacklist et de whitelist, donc un contrôle au niveau éditeur, ligne à ligne. Donc ça marche de deux façons. Soit vous décidez de blacklister les éditeurs sur lesquels vous apparaissez, soit vous avez la logique inverse, à savoir vous procédez en whitelist et vous choisissez les éditeurs sur lesquels vous souhaitez apparaître. Évidemment, le tout se fait avec un maximum de transparence possible de notre côté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lancez des campagnes in-stream, vous pouvez télécharger des rapports de diffusion qui vous donneront le détail très exact des éditeurs sur lesquels vous avez apparu, avec en face les statistiques de performance. Donc évidemment, la brand safety, c'est un sujet complexe, on en est bien conscient. L'avantage chez nous, c'est que tout se passe finalement au sein du même écosystème. Ce qui nous permet d'avoir, entre guillemets, un maximum de contrôle par rapport à un inventaire qui va agréger, in fine, une multitude de sites individuels qui, finalement, n'auront pas vraiment de base commune. Donc, en termes d'impact, on a fait un certain nombre d'études d'impact sur ce format in-stream et on est toujours très ravis d'en faire. La bonne nouvelle, c'est que ce que l'on constate de façon très régulière, c'est que les synergies entre vos campagnes classiques, feed et story, et les campagnes in-stream, elles sont réelles. La première chose que l'on constate, c'est que quand on ajoute de l'in-stream on top de vos campagnes feed et story, non seulement on améliore le score de mémorisation publicitaire, donc en moyenne de 50%, mais plus intéressant encore, on gagne aussi en efficacité coût, puisque recruter une personne supplémentaire va me coûter en moyenne 20% moins cher. La deuxième chose, c'est qu'ajouter une campagne in-stream permet également de générer de la notoriété incrémentale.
Donc là, dans le cas de Maybelline, c'est plus 7% auprès de la cible des 15-34. On améliore la notoriété, on améliore la mémorisation publicitaire, on améliore la notoriété. Et si on regarde le cas de Maybelline qui est excellent, on voit au global aussi un très bon livre de notoriété à plus 8,2 points. Il faut savoir que c'est 2 à 3 fois la norme que l'on peut constater chez nous. Donc vraiment un excellent cas et un excellent usage de justement cette synergie des formats entre Feed Story et l'InStream. Et enfin, tout en gardant ces bons scores sur la mémorisation publicitaire et la notoriété, finalement, ajouter une campagne InStream permet d'aller chercher du reach incrémental. Donc, le cas de Sprite le montre. Donc, on voit que rajouter de l'InStream a permis, là encore, de démultiplier l'impact sur la mémorisation et la notoriété, donc à hauteur de plus 39 et plus 45%. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que sur les 20-29, donc sur une cible quand même assez restreinte, on a été capable d'aller chercher plus 16% de reach incrémental sur cette audience. Et finalement, c'est difficile de parler d'impact quand on ne considère pas l'aspect créativité. Donc évidemment, vous connaissez déjà les recommandations classiques de l'InStream, c'est les mêmes que toutes les plateformes de VOL, à savoir un format horizontal entre 5 et 15 secondes avec du son. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait l'effort d'adapter la structure narrative à un usage, à un contexte qui est celui d'un écran mobile, on va chercher en moyenne plus de 6 points de mémorisation publicitaire incrémentale. Et ça passe par le jeu de surimpression, le jeu du son, pour installer votre univers de marque, mais aussi pour capter et retenir l'attention de l'utilisateur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a constaté que avoir un recadrage plus étroit sur les personnages permettait de créer une proximité additionnelle avec l'utilisateur et donc améliorer in fine ses scores d'impact. Donc Leclerc a fait l'effort de le faire. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Au prix Leclerc. Même quand on a la flemme de sortir, même quand le chien n'a plus de croquettes, même quand on est en vacances, avec le drive, le relais piéton et la livraison à domicile. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Leclerc. Voilà, donc Leclerc est vraiment reparti de sa copie télé déjà retravaillée pour une diffusion en ligne. Mais ce qui a été intéressant dans leur cas, c'est qu'ils sont allés un cran plus loin en essayant d'adapter justement cette structure narrative à un usage d'écran mobile avec le jeu des surimpressions. Le son, vous voyez que le son est assez rythmé avec des petites notes en touche derrière pour, retenir l'attention de l'utilisateur et l'accompagner tout au long de cette narration. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, pour à la fois construire et optimiser votre brand equity, c'est vraiment important de jouer sur la synergie Feed Story et InStream, parce que finalement, derrière, ils répondent à des usages conso qui sont bien distincts et ils alimentent des KPI médias qui sont bien spécifiques aussi. D'une part, vous avez Feed et Story, où là, derrière, vous bénéficiez finalement de connexions massives et fréquentes. Donc l'opportunité pour les marques, c'est de monter rapidement en couverture et d'optimiser sa fréquence, le tout à des coûts extrêmement intéressants. Moi, j'insiste toujours sur la notion de cost efficiencies. Et d'autre part, l'InStream, où là, c'est l'opportunité pour vous d'adresser une audience qui est finalement plus captive, avec des messages plus longs, et donc de travailler les vues à complétion. L'enjeu derrière, c'est de démultiplier l'impact sur les items de marque. Donc, les items de marque upper funnel, certes, donc tout ce qui est mémorisation, notoriété, mais aussi lower funnel, qui sont classiquement plus compliqués à faire bouger, que ce soit la préférence de marque, la familiarité ou même l'intention d'achat. Donc, c'est vraiment la synergie de ces déplacements qui va, in fine, vous construire un plan extrêmement efficace sur l'ensemble des scénarios. Donc, vous savez tout, j'espère que j'ai été claire. J'ai plus qu'à vous remercier de votre attention et à passer la parole à Constance qui va vous parler de Reels. Merci beaucoup. Je te prends un petit cœur. Bonjour à tous. Et donc oui, je suis Constance et je suis responsable des produits publicitaires ici chez Meta.
et je suis là pour vous parler, au-delà de Reels, pour vous parler des formats courts. On vient de passer un peu de temps à parler des différents arches du storytelling et à quel point c'était crucial de pouvoir maîtriser les différentes formes. On a parlé du format long, et moi je vais maintenant vous parler du format court. Quand on dit court, ça ne veut pas dire moins impactant. Quelque part presque bien au contraire. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à dire autant en beaucoup moins de temps. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à réinventer ce qu'on sait faire au départ, donc à savoir des vidéos qui sont plus longues, de manière à être certain, 1, d'être immersif, 2, de toujours relater les valeurs de la marque, et 3, de maintenir l'attention des utilisateurs au sein du feed. Et vous le savez vous-même, on consomme quand même relativement rapidement. Et tout ça, bien évidemment, en ayant pour objectif de créer du lien, de créer cet engagement qui, on le sait, est clé et en fait démontre le niveau d'attention qu'on peut avoir entre un utilisateur et la marque. Vous allez me dire, c'est extrêmement ambitieux. Comment peut-on faire ça avec rien, en fait. La première chose, c'est pas rien, c'est on arrive à faire tout ça si on a les bons outils. Quand je parle d'outils, je parle d'abord, en premier lieu, de plateformes d'expression. Donc ça, c'est un graphe que Florence vous a montré tout à l'heure et effectivement qui est issu d'une étude Ipsos. On le sait, nos 2 plateformes, Facebook et Instagram, sont les plateformes qui sont les plus populaires sur lesquelles développer des relations avec les marques. Grâce au nombre de personnes, de manière générale, qu'on a présentes sur la plateforme, puisqu'on le sait, en monthly user, on est à peu près à 3 milliards. Pour info, le deck sera partagé. Je vois certains qui prennent des photos et tout. Si c'est juste pour les avoir en mémoire, vous y aurez accès. Mais également parce qu'on est là, on est présent 24 heures sur 24, donc forcément ça veut dire que je peux venir me connecter avec la marque et échanger avec elle à n'importe quel moment quand je le souhaite, mais également ça passe également par les différents outils qu'on peut avoir. Donc on a parlé des formats story très rapidement, mais enfin en termes de format court, on peut venir commenter, on peut en venir envoyer des DM, on peut répondre à des stickers et donc avoir ces moments finalement de complicité et d'interaction avec une marque quand on le souhaite, et venir nourrir l'engagement qu'on a avec la communauté. Et en parlant d'engagement et en parlant de construire justement sa communauté, on le sait, on a eu Stories jusqu'à maintenant qui a été absolument colossal en termes de croissance et d'impact auprès des utilisateurs et surtout en termes de nouveaux comportements. Mais là, on a notre petit dernier, Reels, qui lui va encore plus vite. En fait, on a Chris Cox, qui est notre Chief Product Officer, qui l'a annoncé il y a peu de temps, et Mark également, Mark Zuckerberg, j'entends. C'est le format qui va encore plus vite que Stories et en un an, on a réussi à presque dépasser, l'engagement que l'on voit sur ce format de Reels. D'abord sur Instagram, mais nous on continue du coup quand on a vu l'engouement qu'il peut y avoir derrière ce format. Vous pouvez vous attendre toute l'année à avoir des évolutions, notamment sur Facebook, en format organique, mais également en format publicitaire. Et au-delà de ça, bien sûr, on travaille sur d'autres éléments, comme tout ce qui va pouvoir être créé avec les créateurs et autres pour favoriser leur utilisation de ce format. L'engouement, je l'ai dit, il vient de toutes parts, il vient des créateurs, il vient des utilisateurs, mais il vient aussi de vous, des marques. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire, c'est quoi l'avantage pour vous ? C'est bien évidemment de vous faire découvrir au sein d'un écosystème où vous parlez le même langage en fait, que les utilisateurs. Reels, c'est un format qui permet une créativité sans fin. Petite question, est-ce combien d'entre vous, enfin juste petite main, ceux qui ont déjà fait un Reels pour eux ou pour leur marque ? Mais parlons du perso. Ok, un peu quand même, bravo. Pour ceux qui connaissent un peu moins, ça permet vraiment d'intégrer complètement les codes de la plateforme, la façon dont c'est utilisé par l'intégralité des utilisateurs de façon simple. De façon simple dans le sens où vous pouvez éditer de façon facile, gratuite et efficace l'intégralité de vos contenus. Vous pouvez accélérer, par contre, si vous n'en avez jamais fait, vous en avez peut-être déjà vu, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir pousser à son paroxysme la créativité sur notre plateforme juste à travers la force d'un iPhone, finalement. Les exemples, par exemple, qui ont été montrés au début par Ego autour de Mini, quand on se dit on peut créer ça avec un iPhone, l'interface de Reels vous permet d'aller encore plus loin.
Et l'intérêt, c'est de se faire découvrir, encore une fois, sur nos plateformes où on sait que, 1, le divertissement est clé, 2, les gens viennent pour découvrir et nourrir encore plus les valeurs et les passions qui leur sont chères. Donc là, vous voyez différents exemples, vous voyez la beauté, vous voyez la comédie et autres. Enfin, c'est sans fin, il y a autant d'utilisateurs qu'il y a de passion sur la plateforme. Et l'idée pour une marque, pour pouvoir se rallier à ces communautés, c'est bien évidemment de venir se relier à toutes ces valeurs et ces passions qui sont sur la plateforme. Donc l'idée, c'est de se dire comment je vais pouvoir me plugger à toute cette diversité de centres d'intérêt qui existent, quels sont ceux qui font le plus écho à la nature de ma marque, et comment moi je vais pouvoir prendre la parole. Et un autre point, c'est bien évidemment, du coup, vous n'êtes plus simplement quelqu'un qui prend la parole, mais vous êtes quelqu'un qui venait et participez à la création de la culture qu'on voit sur la plateforme. Ça veut dire que vous intégrez aux tendances, mais ça veut dire aussi que des tendances émergent de vous-même. Donc au-delà de simplement vous y rallier, vous devenez vous-même un générateur de la culture que l'on connaît assez fortement sur ces plateformes-là. Mais c'est quoi un bon Reels? Parce qu'en fait, c'est comme les vidéos, c'est comme les publicités. C'est super d'avoir déjà le bon format, mais comment je m'assure en fait que je suis percutant? Comment je m'assure que j'utilise bien les mêmes codes que les utilisateurs de la plateforme? Alors, je ne vais pas pouvoir citer l'intégralité des tips. Cela étant, on va pouvoir en revoir quelques-uns ensemble. Le succès des grands Reels, donc de ceux qui ont eu le plus de vues sur nos plateformes, partage ces 4 choses que vous voyez là. À savoir, 1, ils sont généralement... ils proposent une vue unique. Je vais juste les rejouer pour vous quand on parle. C'est une façon unique c'est un angle unique que vous pouvez proposer sur les choses. 1, parce que c'est extrêmement personnel. 2, parce que vous pouvez être au-delà. Et pardon, mon mot va venir. En fait, c'est le moment où on peut casser aussi les frontières en étant un petit peu moins corporate, en se laissant un peu plus aller et en laissant parler sa créativité. Propice à l'identification dans le sens où le contenu qui marche le mieux, c'est finalement ceux auxquels on s'identifie le plus. On le sait, sur la plateforme, on vient suivre des gens aussi qui nous ressemblent, par certains critères ou par certaines passions. Donc l'idée pour une marque, c'est également de s'approprier ces codes-là, de se dire, bon, il faut que monsieur et madame, il faut que tout le monde puisse se reconnaître au travers de ce que je fais. Donc là, c'est une drôle photobombe d'une fille, on se moque quand même assez régulièrement. Je ne sais pas si vous connaissez ce compte Influencers in the Wild, de tous ces gens qui essaient de faire des vidéos un peu poussées. Bon, là, c'est un photobombe en plein milieu. Cette demoiselle est en train de faire une vidéo au sein d'un supermarché. Et puis, il y a une dame qui passe et qui se moque d'elle en prenant son paquet de pâtes devant. Un autre tips, c'est facile à recréer. On le sait pour vous, un des enjeux, c'est d'avoir une création de contenu qui est quand même assez régulière, d'être présent de façon assez régulière sur les plateformes. C'est pas toujours évident de créer autant de contenu pour avoir quelque chose à raconter tous les jours. Donc l'idée, c'est aussi de trouver un angle d'approche qui vous permette de dupliquer ou de répéter régulièrement différents messages. Je ne me trouve pas extrêmement claire sur ce que je viens de dire, donc je vais répéter. Ce que je veux dire par là, c'est il faut avoir un angle éditorial. Voilà, vous trouvez une ligne éditoriale qui vous permette facilement de pouvoir créer du contenu. Donc un angle d'approche, une idée créative qui est propre à votre marque, mais qui vous permet de pouvoir animer de façon régulière avec des reels répétitifs, mais qui vont être identifiable à votre marque, où vraiment ça va être votre ton de voix. Et le dernier point, c'est simplicité. Il ne faut pas oublier que c'est du contenu qu'on consomme, oui, assez facilement. On a envie de surprendre l'audience, mais on a envie aussi que le message y passe de façon efficace et rapide. Pour aller un petit peu plus loin dans le détail créatif de comment on construit un Reels, je l'ai dit, l'idée, c'est vraiment de faire... C'est pas tapisserie, mais c'est vraiment de s'immerger complètement dans le langage Reels de la plateforme et qu'on ne fasse pas la différence finalement entre un contenu qui soit fait par un utilisateur et celui de la marque. L'idée, c'est de passer presque inaperçu au sein des différents Reels tout en étant bien évidemment explosif. Comment on fait? Tout ça, il faut retravailler un peu l'arche de storytelling classique en s'assurant que dès les premiers instants, en fait, votre message clé y passe. De façon à ce que si je reste que 3, 4, 5 secondes et mon Reels est censé faire moins d'1 minute, sur votre Reels, le message clé, il est passé. Il est là, j'ai tout vu. Testez et apprenez avec différents angles, avec différentes narratives qui sont axées sur la personne qui va être centrale à votre Reels. Restez dans le rythme, on a parlé de musique, on a parlé de son dans les différents exemples. L'idée, c'est de venir cadencer en fait, et de garder un rythme assez soutenu, de façon, encore une fois, à conserver l'attention des utilisateurs. Pour le format, on conseille pour l'instant un 9/16e, et je l'ai dit, moins d'1 minute.
En allant un petit peu plus dans le détail. On a parlé de musique, on a parlé de magie, on a parlé des effets. En fait, sur Reels, quand on dit la créativité n'a pas vraiment de limite, c'est qu'il y a vraiment une palette d'outils qui vous permettent de venir booster votre contenu et de le rendre encore plus waouh que sur les autres formats. Avec le son. Tout effectivement comme la bascule entre je regarde du contenu sans le son et avec le son a été chamboulée au moment où on a introduit Stories, où on s'est rendu compte que les gens revenaient sur du son. C'est tout aussi vrai sur Reels, d'où on a poussé les fonctionnalités encore plus longues et vous pouvez caler complètement même la vitesse de votre contenu à la musique que vous allez mettre derrière. Jouez avec, mais n'oubliez pas qu'il y a également une partie des utilisateurs qui vont regarder les Reels sans le son. Donc c'est toujours pas mal non plus. D'avoir un texte assez explicatif et où on peut comprendre ce qui s'y passe sans le son. Et les effets. Et les effets qui vous permettent de donner ce petit côté magique, waouh, et surprenant à vos vidéos et Reels. Allez-y, testez-le. Et c'est comme ça, en fait. Ce sont les codes de la plateforme. Et quand on parle de venir vraiment s'approprier le langage Reels, c'est de ça dont on parle. On peut également s'associer, bien évidemment, à une autre très très forte partie de notre écosystème, qui sont les créateurs. Pour différentes raisons. La première, c'est déjà, on sait que les utilisateurs ont tendance à beaucoup plus croire ce que les créateurs mettent en avant que ce que mettent les marques en avant. Pourquoi ? On l'a parlé, on vient chercher quoi sur nos plateformes ? On vient chercher l'inspiration et la découverte au travers des gens qui nous ressemblent. Un créateur, si je le suis, c'est parce qu'il me ressemble, ou en tout cas, il y a quelque chose chez lui auquel je m'identifie. Donc, je lui fais confiance. Et c'est ce lien, c'est l'engagement qu'il va avoir avec sa communauté que les marques vont pouvoir venir également utiliser en venant utiliser Reels, en fait en utilisant et Reels et les créateurs. Quand on parle de créateurs, on parle aussi bien ici d'influenceurs que de créateurs, comme l'évoquait Hugo, c'est-à-dire des créateurs qui ont un talent très très spécifique, mais très pointu sur les arts, sur les effets ou autres, qui peuvent vous permettre de venir ajouter encore plus d'effets surprenants et inattendus à vos Reels. Mais je vous invite un petit peu plus tard, plus proche de l'été encore, on se reverra certainement pour se parler de créateurs plus en détail. Autre chose que vous pouvez faire pour rendre vos Reels encore plus bénéfiques pour vous, c'est les rendre shoppable. Aujourd'hui, quand on se parle de vidéos courtes et quand on se parle on est là pour parler de storytelling, donc bien évidemment, on est surtout sur le haut du funnel et sur les éléments de marque. Maintenant, rien ne vous empêche pour autant de venir maximiser l'impact de ce contenu que vous venez de créer. Je veux dire, si vous vous donnez la peine de créer du contenu assez surprenant et innovant pour vous, autant aller jusqu'au bout et le rendre shoppable. Donc, par exemple, en rajoutant des shopping tags qui permettent du coup à l'utilisateur, s'il veut aller plus loin, de venir découvrir plus d'informations sur vos produits et potentiellement de l'acheter. Et on le sait aujourd'hui, il y a à peu près 60% des gens qui, une fois qu'ils voient un tag, tapent dessus. Donc en fait, ça veut dire que c'est quasiment immédiat. Encore une fois, ici, comme engagement, à un autre degré. Autant maximiser l'impact de ce que vous avez construit. Maintenant, c'est bien, vous pouvez prendre tout ce qu'on dit pour acquis, mais vous pouvez aussi décider de le tester par vous-même. Quand on n'a jamais fait de Reels pour sa marque, bon, ok, je commence comment je me jette dans le bain. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à tester en créant des Reels qui sont un peu indépendants des campagnes que vous faites aujourd'hui et décider de voir, ok, c'est quoi ma ligne créative ? Est-ce que ça va vraiment être la même que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ? Sur quels critères est-ce que je vais me baser selon mon audience ? Et tester un peu à part pour voir ce que ça donne, pour ceux qui seraient peut-être le plus frileux. Maintenant, la step 2, ou la step 1 pour certains qui voudraient tout faire d'un coup, c'est tout simplement venir ajouter Reels à votre marketing mix et voir comment ça vient impacter les items de marque. Donc là aussi, effectivement, ça se prévoit un petit peu en amont, dans le sens où au moment où vous allez du coup tourner les différents assets, et parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez tous le réflexe de penser aux différentes plateformes et aux différents formats, type story, feed, longue forme vidéo et autres. Reels, on le sait, maintenant, il faut venir essayer de l'intégrer également au storyboarding que vous pouvez faire quand vous pensez à vos campagnes, en tant qu'autre format. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Reels, certes, c'est un format, mais c'est aussi une palette d'outils, comme on l'a dit, donc vous pouvez très bien venir jouer avec les assets que vous avez shootés en amont. Et voir comment vous pouvez les réutiliser. Mais l'idée, c'est de venir les plugger dans vos campagnes classiques et voir ce que ça vient ajouter et à vous-même de juger. Donc, je vais vous parler de 2-3 exemples de marques qui ont fait ça et de quelle a été leur approche et ce que ça a donné pour eux. Mon premier exemple, ça va être celui de Galeries Lafayette. Là, on est dans un contexte où on est en fin d'année dernière avec un peu d'anxiété, encore pas mal de Covid, un peu d'anxiété, même beaucoup d'anxiété pour les Français d'aller faire leur shopping de Noël.
Et donc, Gary Lafayette s'est dit, OK, comment je fais pour quand même recréer en ligne cette magie qu'on a l'habitude de créer autour de Noël, et qui est vraiment de venir driver les gens dans nos magasins pour qu'ils viennent complètement s'immerger dans notre décor, au-delà même de l'achat de nos produits. D'habitude, ils font juste un film long pour Noël. Et là, ils avaient envie d'aller plus loin, de raccourcir complètement le funnel et de permettre la découverte, mais aussi l'achat des produits directement en ligne. Donc en fait, ils travaillaient sur un live shopping. Ils se sont dit, OK, on va venir essayer d'utiliser tous les formats, y compris Reels, pour inviter en fait à notre live et voir à quel point on arrive à driver ou pas des gens sur nos plateformes. Je vais les rejouer pour vous. Et donc, ils ont lancé le Christmas Challenge. Donc, ils ont pris 2 micro-influenceurs qui ont fait en fait l'équivalent d'un catalogue produit de Noël, mais interactif sur la plateforme. Donc ils ont mis les différents looks en avant, ils ont donné envie, ils ont trouvé, c'était différents rythmes, ça venait surprendre. Et l'idée c'était vraiment de venir titiller cette curiosité tout en immergeant dans la magie de Noël. Les résultats, bien évidemment si je vous en parle c'est qu'ils ont été très bons. On a en termes de vidéo views un plus 68% comparé à leur business as usual. Leur business as usual ça inclut feed, ça inclut les stories, ça inclut vraiment tous les formats qu'il peut y avoir d'habitude. Et encore une fois, je l'ai dit, ils ont fait un live. Donc, c'est on top. Là, je parle des 3 secondes video views. Pour les offline sales, on était à plus 15% par rapport à un business as usual. Et pour leur return on ad spend, on était à un plus 12. Concrètement, c'est mission réussie, ça a fonctionné. En venant l'ajouter à côté. Ça veut dire que vous ne mettez pas en porte-à-faux la campagne que vous auriez fait quoi qu'il arrive. Vous venez l'ajouter on top. D'autres exemples, celui-ci d'Hugo Boss qui avait envie pour sa 2e collaboration avec Russell Athletic pour la Fashion Week de Milan de 2021 d'aller encore plus loin et ils sont que ce qu'ils faisaient d'habitude. Et ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils ont embauché 2 types de créateurs pour faire des reels. Ils ont embauché des influenceurs, 14 influenceurs qui ont fait découvrir de façon assez innovante les différents outfits. Et par-dessus, on top, ils ont utilisé un créateur qui a un talent fantastique en termes de vidéaste, qui s'appelle Fred Stauffer, et qui a appris à ses créateurs, ou en tout cas qui a accompagné ses créateurs pour créer des reels encore plus surprenants et encore plus innovants. L'impact, vous la voyez, augmentation de la favorabilité de près de 6,5 points au UK. En termes de l'engagement social, on est sur un plus 1600%. On se parle d'Hugo Boss, hein. On n'est pas non plus sur une petite marque. Donc, je veux dire, c'est quand même une croissance qui est assez impressionnante grâce à ce format-là. Et sur des coûts pour chaque opinion favorable supplémentaire de 0,15 $. Testons. Et un dernier exemple, puisque là, on a parlé quand même pas mal de fashion, mais c'est vrai pour d'autres formats. La raison pour laquelle on parle de fashion avant tout, c'est que c'est généralement ces marques-là qui sont les plus rapides à s'approprier ces nouveaux formats. Ça ne veut pas dire que ça marche que pour eux. Allez-y, tous ceux qui ne sont pas dans la fashion, montrez-nous à quel point ça fonctionne sur vos industries. Et un autre exemple, c'est celui de Samsung. Samsung qui voulait créer beaucoup d'enthousiasme autour de leur dernier téléphone qui s'appelle le Galaxy S21, à l'époque en tout cas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé Reels, ils ont lancé un challenge qui s'appelle With Galaxy, et ils ont demandé aux différentes personnes de leur communauté de leur envoyer du contenu qu'ils créent avec leur téléphone. Parce que une des valeurs, des points de vente forts de ce téléphone-là, c'était la qualité notamment de l'appareil et tout ce que vous pouvez faire avec votre caméra. Donc ils ont demandé à leur communauté de partager du contenu qu'ils avaient fait grâce à leur téléphone, et ils ont utilisé Reels pour agréger l'intégralité de ces contenus et en faire des publicités. Et je vais vous les rejouer. Voilà. Donc ils ont simplement ils ont utilisé du user-generated content. Donc là, on n'est pas sur de la création classique entre guillemets, pas par des professionnels. Et l'impact a là aussi été très forte, notamment pour les 18-24 ans. Voilà. Donc c'est encore 3 exemples de marques qui sont différentes, mais de comment elles ont pu utiliser Reels au sein de leur marketing mix pour venir impacter de façon positive leur campagne. On a parlé de format long, on a parlé de format court, on a parlé surtout d'un format qui vient secouer les communautés parce qu'il est innovant, parce qu'il permet vraiment une créativité sans fin. Il y en a d'autres, et il y en a notamment un autre qui grandit très fortement sur la plateforme, c'est la réalité augmentée. Je vais laisser Marine nous en parler. Alors, il est sur toutes les lèvres.
il est dans tous les esprits, dans toutes les conversations. Mais de qui je parle? Mais plutôt de quoi je parle? Du métavers, voilà. On a une bonne réponse au premier rang. Bien joué. Et si le métavers va mettre bien 5 à 10 ans à se construire, le premier pas vraiment le plus concret que vous pouvez prendre vers le métavers, c'est par le biais de la réalité augmentée. Donc, bonjour à tous, je suis Marine Lemaire, Client Partner chez Meta. Mais avant de nous tourner vers le futur, je voulais faire un petit flashback. Quand on a introduit en fait la réalité augmentée sur nos plateformes, c'était par le biais de filtres visage ou par le biais d'essais produits. Donc là, vous voyez un exemple d'essai de lunettes ou alors de rouge à lèvres. Et depuis ce moment-là, on a parcouru un long chemin, et vous verrez d'autres exemples dans cette présentation qui vont encore plus loin en termes de créativité. Mais la bonne nouvelle pour les spécialistes du marketing comme nous, c'est que les personnes qu'on a interrogées trouvent que l'AR, donc AR, réalité augmentée, je vais beaucoup le dire pendant cette présentation, c'est un moyen amusant d'interagir avec les marques. Et 74% sont convaincus que l'AR peut combler le fossé entre le réel et le virtuel. Donc c'est vraiment un outil très intéressant. Et donc on peut voir qu'on est vraiment passé de l'expérimental au grand public avec l'AR, avec 82% des personnes interrogées qui ont utilisé l'AR au cours de la dernière année, et plus de 700 millions de personnes qui utilisent l'AR sur nos applications Meta tous les mois. Et on pense que cette croissance assez spectaculaire, elle a été portée par deux grandes tendances, donc l'essor des vidéos courtes, que vous avez pu voir avec Constance, et également la montée en puissance des créateurs qui ont vraiment adopté la réalité augmentée pour la création de leur contenu. Et donc chez Meta, on classe, nous, la réalité augmentée en deux types de filtres. Il y a les effets qui sont liés aux personnes, donc qui vont venir agir sur le visage ou le corps. Et il y a aussi les effets qui vont agir sur le monde. Donc là, ce que vous pouvez voir à droite de l'écran avec cette installation artistique. Et donc, comment vous permettre de vous emparer de l'AR pour votre storytelling de marque, maintenant qu'on a fait cette petite vue d'ensemble? On va se concentrer sur trois principes clés. Le premier, c'est comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur aux utilisateurs. Ça peut être par le biais, on le verra, de divertissement, mais aussi de services. Deuxième point, c'est aussi au-delà d'avoir des expériences qui résonnent avec les gens, il faut bien sûr que ça réponde à votre objectif business. Et ça, on le verra dans un second temps. Et on finira par comment créer des expériences engageantes avec des recommandations créatives pour ce format. Donc si on se concentre d'abord sur centrer l'AR sur les personnes, en fait, comment leur apporter une véritable valeur ajoutée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un moyen de leur apporter de la valeur, c'est par le biais du divertissement et des services. Donc, tout d'abord, vous pouvez vraiment venir transporter les gens dans de nouveaux mondes. Là, c'est un exemple que vous voyez à gauche de Disney, qui est venu faire un effet dans les appels vidéo sur Messenger, qui transportait dans le décor de leur film Soul. Ou alors vous pouvez aider les gens à transformer leur environnement. Donc là, c'est un effet made.com que vous voyez au milieu, où les gens pouvaient redécorer grâce à la réalité augmentée leur intérieur. Mais aussi, vous pouvez jouer avec la marque, avec par exemple Pringles, qui a utilisé sa boîte iconique pour donner accès à un jeu et du coup à des expériences. Et autres exemples aussi, l'AR peut aider à révéler du contenu, c'est ce que vous voyez avec cet exemple Starbucks, mais aussi des choses plus profondes, donc par exemple de montrer leur soutien à des causes. Ça c'est l'exemple WWF que vous voyez au milieu, où les gens peuvent montrer leur engagement. Et enfin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on commence à avoir des marques utiliser aussi les effets de réalité augmentée comme moyen de production, en fait, pour venir permettre à leur personnel, à leurs influenceurs et à leurs clients de venir s'approprier des fonds pour permettre aux gens de s'approprier des fonds et venir participer à des challenges et en fait faciliter finalement la création de contenu. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il est essentiel de créer des effets en réalité augmentée qui résonnent avec les gens, bien sûr, il faut aussi que ça réponde à votre objectif business.
Et donc, on voit que la réalité augmentée permet vraiment de créer de la valeur tout au long du parcours d'achat. Donc, pour Hyundai, ça a vraiment permis de susciter la découverte et l'anticipation d'une nouvelle voiture. Vous l'avez vu en début de présentation avec Hugo, avec l'exemple Close-Up, où ça permet d'aller au-delà de la notoriété et vraiment de créer un engagement avec ce filtre qui se déclenchait quand les personnes étaient à deux devant la caméra. Ça permet aussi aux gens d'aller essayer des produits avec cet exemple Castorama qui permet d'aller essayer des modules dans son intérieur. Et enfin, ça permet d'aller aussi générer des ventes avec cet exemple Lacoste qui a permis à la fois de créer de la notoriété, mais aussi on a démontré que c'était ça qui était la stratégie gagnante pour aller générer des ventes, et tout ça sans montrer un seul produit dans le filtre, juste avec l'effet cool, entre guillemets, du filtre qui a créé une expérience en fait, qui a plu aux consommateurs et qui ont été du coup emballés par cette collection en collaboration avec Polaroid. Et donc, pour vous montrer un exemple plus concret sur le volet plutôt notoriété, c'est un exemple de Shiseido, et je vois d'ailleurs que quelques personnes de Shiseido dans la salle. Et donc, sur ce lancement en fait, parfum, l'objectif, c'était vraiment d'aller créer de la notoriété. Et donc, comment aller recréer en fait, la magie de leur très beau film télé et aussi partager la sensorialité du monde du parfum, en fait, en s'appuyant sur le mouvement. En fait, ce mouvement qu'on voyait dans le film télé avec cette héroïne qui venait faire éclore des fleurs d'un bouquet central assez majestueux en dansant autour. Et ben là, en fait, les personnes se mettaient dans la peau de cette héroïne et en fait, en bougeant la tête, elle faisait aussi éclore ce filtre autour d'eux. Et il y avait une deuxième expérience derrière où on pouvait déclencher un filtre du coup dans son intérieur où il y avait des fleurs qui venaient éclore dans son environnement. Donc ça, c'était un filtre en fait en deux parties. Et quand on a testé en fait la campagne classique versus la campagne classique plus la réalité augmentée, on a vu des résultats plus forts en fait en termes d'augmentation de souvenirs publicitaires et aussi en termes d'augmentation de la familiarité. Donc voilà, c'est sur des campagnes de notoriété, finalement en fait c'est assez logique parce que les gens passent du temps, c'est interactif, c'est fun, du coup ça leur plaît. Donc c'est pas franchement étonnant au final, mais voilà, des très beaux résultats. Et vous ne voyez pas double, c'était bien moi sur la slide. Ensuite, pour aller au-delà de la notoriété, il y a aussi des exemples qui permettent d'aller créer de générer des ventes. Cet exemple de Made, si vous êtes comme moi, par exemple, en ce moment en train de refaire intégralement votre déco et que vous avez une capacité de projection assez faible, et ben ça, c'est vraiment parfait parce que vous allez pouvoir projeter dans votre intérieur des meubles, donc pour voir différents styles, différentes couleurs, et voir ce qui fonctionne le mieux en fait chez vous. Et c'est vrai que les meubles, c'est des achats qui coûtent cher. Du coup, c'est vraiment utile et pratique en fait pour les utilisateurs d'avoir ce type d'outils-là avec la réalité augmentée. Et ils ont vu vraiment des très bons résultats avec plus de 2 fois plus de ventes générées et aussi 40% d'augmentation du souvenir publicitaire. Donc voilà, on voit que ça peut avoir de l'impact sur toutes les étapes du funnel marketing. Et donc maintenant, comment aussi créer des expériences engageantes en suivant des recommandations créatives pour ce format. Déjà, en fait, il faut se remettre dans le contexte où les gens ils vont regarder ça sur le mobile, où ils ont des consommations qui sont rapides. Il y a beaucoup de contenus avec lesquels ils seront en concurrence. Donc, le premier point, c'est vraiment de venir créer pour le mobile. Et donc, créer pour le mobile, il faut penser à la taille de l'effet. Parce que plus vous faites un filtre qui est complexe, plus il va être lourd, et puis il va mettre du temps à charger. Du coup, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait un abandon d'expérience, donc pensez bien à ça dans vos discussions avec les développeurs en réalité augmentée pour trouver le bon niveau qui ne va pas être trop lourd non plus à charger en termes d'expérience. Ensuite, de proposer des interactions simples et aussi d'aller tester en fait, finalement votre filtre sur différents types de systèmes d'exploitation, différents types de génération d'appareils, etc. pour voir ce que ça peut rendre pour différentes personnes. Ensuite, deuxième point, c'est de fournir des instructions. Donc, fournir des instructions, on a des instructions standards qu'on recommande généralement parce que c'est celles que les utilisateurs voient le plus souvent. Donc, ça sera le plus facile pour eux pour bien comprendre comment utiliser le filtre. Et aussi de révéler les instructions progressivement. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'exemple Shiseido, on avait d'abord un call to action qui disait bougez la tête.
Et puis après, il y a un call to action qui arrivait dans un second temps, une instruction qui disait « retournez la caméra ». Donc voilà, il faut un peu guider l'utilisateur pour qu'il comprenne bien comment utiliser ce filtre. Et on évite les interactions à instructions personnalisées qui peuvent être un peu confusantes pour certains utilisateurs parce qu'ils ne les connaissent pas bien, ça peut un peu les perdre. En tout cas, c'est notre reco. Et enfin, si vous faites tous ces efforts et aussi cet investissement, parce que ça a un coût, hein, les filtres, pour créer une expérience en réalité augmentée, assurez-vous que le plus grand nombre de personnes puissent la découvrir. Et donc, le moyen le plus efficace d'aller stimuler la découverte, c'est probablement par le biais des publicités. C'est ça qui va vous donner le plus de portée. Donc, on a les publicités sur Facebook qui ont un call to action à l'intérieur du fil. Donc, les personnes vont pouvoir être redirigées vers le site s'ils veulent acheter directement. Et sur Instagram, on n'a pas encore le pendant de Facebook pour l'instant où il y a le CTA à l'intérieur. Donc, c'est plutôt pour un usage branding. Mais on a eu une amélioration de l'expérience depuis décembre dernier où maintenant, on a un CTA Try in Camera et aussi une redirection qui est beaucoup plus fluide vers le filtre. Donc, ça redirige directement vers le filtre. Et voilà, donc on vous encourage à tester cette fonctionnalité-là. Ensuite, on a bien sûr la page et le profil Facebook. Vous pouvez aussi utiliser le lien dans des posts organiques pour rediriger vers le filtre et booster la visibilité de votre filtre. Et aussi, il y a des QR codes. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi dans le monde physique. Donc, vous pouvez le mettre dans vos vitrines de magasins. Vous pouvez le mettre sur des packagings de produits, etc. pour aller créer des expériences aussi intéressantes pour vos consommateurs dans la vraie vie. Et enfin, que nous réserve l'avenir? Pour terminer, nous pensons qu'il existe 3 frontières dans la réalité augmentée pour les entreprises. Donc, le commerce, les effets qui sont tournés vers le monde et tout cela dans le but de générer aussi des interactions sociales parce que c'est le cœur de notre mission. Et donc, c'est ces espaces-là sur lesquels on va investir à la fois nos investissements long terme, mais aussi court terme en termes de développement produit. Et donc, le premier angle, plutôt commerce, on est en train de tester actuellement des publicités dynamiques avec de la 3D et de la réalité augmentée. Donc, en gros, vous voyez les publicités dynamiques classiques qu'on a actuellement, où c'est par le biais de photos, souvent sur fond blanc. Et ben là, le but, en fait, c'est de venir rajouter une couche de réalité augmentée ou de 3D. Donc là, par exemple, j'ai ma plante, je vais aller cliquer dessus. Et en fait, je vais pouvoir avoir une visualisation 3D de ma plante et à terme, de pouvoir la projeter dans mon environnement. Et on le teste aussi également dans les surfaces shops pour les produits lunettes et make-up. Donc, par exemple, je vais sur le shops sur votre compte Instagram et en cliquant sur le produit, je vais avoir une option pour essayer le produit avec la réalité augmentée pour les lunettes et le rouge à lèvres. Donc voilà, ça permet aux gens d'autant plus se projeter. Et donc, on pense que l'AR va vraiment devenir de plus en plus fondamental pour l'achat. Et enfin, cet exemple que j'aime beaucoup, c'est un exemple dans le monde de l'art, qui a été une collaboration entre Meta et le Tate Britain Museum. On voit à quel point la réalité augmentée, ça vient ouvrir en fait de nouvelles expériences. Et vous allez voir, en fait, il y avait la possibilité d'aller scanner 8 tableaux à l'intérieur de cette aile virtuelle, comme ils l'ont appelée. Et donc, on a cette possibilité-là, en fait, avec l'AR, de venir scanner des surfaces 2D pour révéler des expériences en réalité augmentée. Et donc, ça permettait de venir révéler des récits et des histoires cachées derrière les tableaux. Et donc, ça permet en quelque sorte de vraiment aller ouvrir le monde de l'art à plus de personnes. Et donc, de créer des expériences encore plus engageante pour les personnes. Donc c'est un petit peu voilà, l'audio guide 3.0 voilà, avec des usages assez inspirants. Et enfin, pour finir, vous avez vu que la réalité augmentée était surtout par le biais du mobile. On voulait vous donner un premier aperçu de la réalité mixte grâce au prochain casque nommé Project Cambria. Et qui de mieux que Mark Zuckerberg lui-même pour vous expliquer en quoi ça consiste. All right. Yeah. World Beyond. What do you think of the pastor, Mark? It's great. I want to share a little about Project Cambria, the code name for our high-end VR headset that's coming out later this year. Now, I'm not going to show you the headset yet, but you're looking at an experience called the World Beyond. It uses our Presence platform to blend the physical and virtual worlds together.
This full-color pass-through version will only be available on Cambria, but you can try it on Quest soon through AppLab. This is just the beginning for mixed reality. Imagine being able to pull up your perfect workstation with as many screens as you want anywhere you go. Or working out with a virtual instructor who gets beamed into the room with you. Presence Platform lets you do all that and more, and soon we're releasing it so any developer can build these kinds of experiences. And I'm looking forward to seeing what you do with it. Voilà, donc vous pouvez avoir un premier aperçu du futur avec ces expériences de réalité mixte qui mélangent les mondes physiques et virtuels. Donc voilà, on vous tiendra bien sûr au courant de la suite. Et donc cet événement est maintenant terminé. J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par la réalité augmentée, on aura un webinar le 10 juin à ce sujet-là avec 3 entreprises expertes de la réalité augmentée et notre Creative Shop qui viendront montrer une perspective encore plus avancée d'un point de vue créatif. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et un grand merci pour votre attention. On espère que cet événement a été utile et intéressant pour vous. Merci. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Juste avant de prendre les questions dans la salle, est-ce que vous pouvez me rejoindre, Constance, Hugo, Fanny? Il y avait une question. Le replay, en fait, sera disponible via notre partenaire CB News très, très vite. Donc, vous aurez toutes les informations. C'est une des questions qu'on avait. Il y a une question donc, pour Fanny sur l'InStream. Est-ce que nous recommandons une campagne InStream dédiée et une campagne feed séparée par rapport au placement automatique? Quel est le vue? Alors, sur la brand, oui. C'est-à-dire, quand vous faites des campagnes de brand, c'est vraiment important d'avoir une campagne qui cible feed story et demain Reels. Donc, c'est-à-dire les comportements vraiment on the go des consommateurs. Je me connecte massivement, fréquemment, avec un usage très particulier. Et une deuxième campagne InStream qui, elle, va aller chercher des consommateurs plus captifs au sein de contenus partenaires. Donc, c'est important de les séparer parce que c'est important de pouvoir les maîtriser. Si vous faites tout ensemble, vous n'allez pas maîtriser la delivery de vos campagnes en fonction de ces différents placements et vous allez un peu moins maîtriser votre mix média in fine. Et évidemment, ce mix média doit répondre à des objectifs marketing très précis. Donc, à mon sens, sur de la marque, il faut absolument les séparer. Donc, Feed Story Reels, vous construisez votre reach et votre fréquence à des CEP extrêmement intéressants. Et InStream, l'objectif, c'est de faire de la vue de complétion. Donc, c'est vraiment important de séparer les deux pour justement maîtriser aussi le poids que vous souhaitez mettre sur ces deux stratégies. Donc, sur la brand, important de séparer les deux. Quand vous faites de la perf, la recommandation, c'est vraiment de travailler en placement optimization, c'est-à-dire de tout cocher et de laisser le système délivrer là où il aura le plus d'impact. Mais sur de la brand, séparez-les. Tous les cas qu'on vous a présentés en success story sont des cas séparés. Et en termes de mesures, on est capable aussi de vous proposer des setups de mesures adaptés pour essayer d'évaluer l'incrémentalité que peut apporter votre stratégie InStream on top de ce que vous faites déjà en feed et story. Donc si ça fait partie de vos problématiques, vous pouvez complètement en parler aux équipes qui vous accompagnent au quotidien. Est-ce que vous avez d'autres réactions sur cette question? Vas-y. Bonjour. Du coup, 2 petites questions en termes d'audience. Est-ce qu'on garde les mêmes et quelle répartition budgétaire vous recommandez entre Reach, Feed, Story et InStream? Oui, on garde les mêmes. Après, la répartition d'audience, elle va dépendre de vos objectifs marketing. Donc si je caricature volontairement, d'ailleurs, on est en train aussi, nous, d'étudier côté Europe quelle est la meilleure répartition budgétaire entre Feed Story et InStream en fonction des objectifs de marque. Donc, c'est un sujet qui est en cours assez massif de notre côté. Mais si je caricature un peu les choses, plus ma marque est déjà extrêmement installée, la copie, elle est live depuis 4-5 ans et que c'est toujours la même et l'objectif, c'est de faire de la notoriété, de la présence à l'esprit, faites un 70-30, 70% Feed and Story parce que votre objectif, c'est d'avoir une couverture maximale et de faire de la fréquence.
Et d'un point de vue coût, ça sera toujours plus intéressant d'avoir cette strate. Par contre, si vous êtes en lancement de produit ou que vous avez une nouvelle copie à présenter un peu disruptive, là, la répartition entre les deux peut être un petit peu différente parce que votre objectif marketing, derrière, votre enjeu sera différent. Pareil, c'est à mettre en regard par rapport à quels sont les items de marque que vous voulez faire bouger. Plus vous avez besoin de faire bouger des items de marque engageants, de préférence de marque, d'action intense, le volet in-stream va être important par rapport au volet feed story. Donc, j'ai pas de réponse, disons, bête et méchante. Ça va vraiment être adapté en fonction de votre brief marketing et de vos enjeux marque à ce moment-là. D'où l'intérêt de les séparer pour les maîtriser. D'autres questions dans la salle sur d'autres sujets ? Bonjour, alors déjà merci pour la présentation. Merci beaucoup. En fait, moi ça fait pas mal d'années que je travaille dans le secteur de l'assurance. Et en fait, alors d'ores et déjà, c'est pas une industrie qui est consommée par nature sur le social. Et on a une difficulté supplémentaire qui est qu'en fait, on le voit, on est vraiment sur des plateformes d'images. Et nous, on n'arrive pas en fait à se rendre attractif visuellement puisqu'on n'a pas de... Enfin, je ne sais pas si c'est une excuse ou pas, mais en tout cas, on n'a pas de produit. On a simplement une offre de service. Et au-delà de l'incarnation par de l'humain de nos messages, on n'a rien d'autre. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus ? Je vais peut-être laisser à Hugo, mais c'est vrai que en fait, c'est une des problématiques qu'on a depuis toujours en communication. C'est pas nouveau. C'est l'Internet. C'est pas lié à Internet. C'est que qu'est-ce qu'on exprime quand on n'est pas une marque physique, enfin qu'on n'a pas un produit physique, qu'on est un service. Donc nous, ce qu'on constate en général, c'est que raconter les bénéfices de votre service, finalement, c'est une façon d'engager. Donc de dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter ? Donc ça, je veux dire, c'est une généralité marketing, bien évidemment. Mais après, je laisse Hugo, plus notre planeur, répondre. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on n'est pas visuel. Vous avez un acteur déjà de votre industrie, Lemonade, qui a vraiment fait une révolution au niveau de la communication digitale. Je les cite vraiment parce que je pense qu'ils ont eu cette idée de construire un discours Instagram au-delà du cœur du business et de leur mission. Donc, je pense qu'il n'y a pas de secteur avec moins de potentiel de storytelling. Il y a juste des secteurs qui ont une tradition, des conventions de communication qui sont plus rigides. Mais les conventions sont là pour être un peu disruptées. Après, avec toutes les difficultés internes, parfois de changer un peu la culture sur la communication. En assurance, vous avez une première histoire et c'est le produit même. Le produit même, c'est du storytelling. On se souvient tous, alors je disais, on ne se souvient pas des histoires de films, mais les petits problèmes qu'on a eus et qu'on a dû résoudre, ça, on les connaît par cœur. Je pense que déjà, il y a du storytelling intéressant là-dedans. Problème-solution, c'est le schéma classique de la narration. On peut faire jouer des communautés, on peut faire jouer des témoignages de vrais usagers, donc il y a quelque chose là-dedans. Le deuxième élément, c'est la mission. Et évidemment, il y aura toute une partie de responsabilité sociale où le travail fait avec le particulier devient aussi une proposition de soutien à la culture ou d'autres éléments. Là aussi, il y a une partie un peu patrimoine qui est super intéressante. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec Florent sur cet élément culture de nos plateformes. Tout ça pour vous dire, je sais que ce n'est pas facile, mais je pense que justement parce qu'on a des formats qui facilitent maintenant la production vidéo, qui permettent de raconter des choses qui avant coûtaient beaucoup en temps et ressources, avec très peu de ressources et avec de nouveaux talents qui peuvent jouer, il y a une espèce de zone intéressante, de jardin secret de la marque, dans laquelle on peut vraiment faire des choses très ambitieuses sans trop casser le marketing mix, ni baisser le volume de nos investissements performance. Donc, même en assurance, je pense. Merci beaucoup. D'autres questions ? Je crois qu'il y avait une question en ligne, juste sur est-ce qu'il y aurait un replay disponible et oui, il sera disponible sur CB News. Voilà. Et vous serez envoyé, je crois qu'il y a le lien qui sera envoyé, nous disait Exactement, Alexandra, qui n'est pas avec nous on stage, mais qui a travaillé fortement avec nous sur l'event. Alex, je te remercie. Plus d'autres questions ? OK. Donc, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. À très vite pour de nouvelles discussions. Comme l'a dit Marine, il y a la RVR. Constance a évoqué un événement autour de la
l'économie des créateurs, c'est de l'utilisation des créateurs. On a encore beaucoup de choses à partager ensemble. Et n'hésitez pas à revenir vers les équipes de Meta qui travaillent avec vous pour creuser bien évidemment tous ces sujets. À très vite.